Les voitures au Paraguay, c'est une vraie aventure. Entre les épaves qu'on trouve en pleine rue, les trous en plein milieu de la route ou les pluies diluviennes qui rendent les routes impraticables, franchement, c'est pas de tout repos. Dans cette vidéo, on va parler des transports et des voitures au Paraguay, comment acheter sa voiture, les choses auxquelles il faut faire attention. Et je vais vous donner tous les conseils nécessaires pour avoir votre première voiture au Paraguay. Mais avant de commencer là-dessus, est-ce que vous avez déjà vu les bus du Paraguay? Est-ce que vous êtes déjà monté dans un bus au Paraguay? Honnêtement, c'est une aventure incroyable que je vous conseille. C'est vraiment dépaysant. Les chauffeurs roulent très vite, ils roulent à toute caisse. Les bus, on a l'impression qu'ils datent d'il y a 30 ans. Pour la plupart, ils ont été achetés directement au Brésil. C'est des bus usagés qui ont été achetés d'occasion. Également, ce que j'ai appris, c'est que les chauffeurs de bus, en fait, sont payés directement à la course. C'est pour ça qu'en général, ils sont plutôt pressés, ils roulent plutôt rapidement. Et il n'y a pas vraiment de législation vis-à-vis de ce qui est obligatoire en termes de confort dans le bus, etc. Donc vous verrez que c'est quand même très rustique. Je sais qu'en France, on se plaint souvent d'avoir des mauvais transports, mais en réalité, l'infrastructure de bus française, elle est excellente. Ici, déjà, les arrêts de bus, il n'y en a pas vraiment. Parfois, c'est vraiment sur le bord de la route, il n'y a rien qui est marqué. Ensuite, au niveau des horaires, ils sont rarement à l'heure, il n'y a pas vraiment d'horaire, vous vous mettez à l'arrêt. S'il y a un arrêt déjà, il faut le connaître. Et ensuite, vous attendez. Donc vraiment ici, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et c'est pour ça qu'avoir une voiture au Paraguay, moi, c'est quelque chose que je vous conseille si vous voulez vivre sur place. Ça simplifiera énormément votre vie quotidienne. Vous pouvez également prendre un taxi. On a les taxis normaux, on a les Bolt, on a les Uber. Le moins cher, ça sera en général le Bolt. Ça, c'est vraiment pratique. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous pouvez vous déplacer. Ça coûte en général 1 € la course pour une course de 5 ou 10 minutes. Et voilà, vous pouvez monter jusqu'à 4 ou 5 € si c'est vraiment à l'autre bout de la ville. Mais c'est vraiment pas cher du tout. Donc pour toutes ces raisons, c'est beaucoup plus simple à court terme d'utiliser des Bolt et une fois que vous êtes vraiment installé, d'acheter son véhicule. Mais on va maintenant rencontrer un vrai problème. Voilà, quel véhicule choisir? Parce qu'il y a quand même un parc automobile assez important au Paraguay. Il y a énormément de marques présentes. Il y a les japonais, il y a les coréennes, il y a les marques allemandes, il y a beaucoup de marques françaises aussi qui sont directement fabriquées au Brésil. Et donc on va voir quel est le meilleur choix pour le Paraguay. Le premier choix possible, ça va être d'acheter une voiture d'occasion. En général, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un mauvais choix parce que si la voiture a déjà roulé au Paraguay, elle risque d'être pas mal endommagée. C'est des dommages qui ne vont pas forcément se voir directement, mais qui vont se ressentir dans l'utilisation de la voiture. Les routes du Paraguay, comme je vous ai expliqué, elles sont très mauvaises, elles sont avec des trous, elles sont avec des bosses. Donc une voiture qui roule au Paraguay, elle va s'user très rapidement. Et en général, un Paraguayen qui va utiliser sa voiture n'a pas forcément un revenu très important. La voiture va avoir un problème, il va la réparer avec les moyens du bord. Donc il va faire en sorte que la voiture puisse rouler. Mais son objectif, ce n'est pas que la voiture soit bien entretenue, qu'elle soit dans la qualité optimale. Son objectif, c'est uniquement que la voiture roule. Donc c'est le risque que vous avez avec les voitures d'occasion, c'est qu'elles aient été entretenues de manière un petit peu minimaliste, avec les coûts les plus faibles possibles, et donc vous allez vous retrouver avec pas mal de soucis sur le long terme. Vous allez voir également dans la rue au Paraguay, il y a énormément de voitures qui roulent qui sont accidentées. Il va manquer un pare-choc, la tôle va être complètement pliée. Alors ok, tout ça c'est que du visuel, c'est pas forcément le plus important, mais derrière ces problèmes apparents, il y a aussi des soucis directement à l'intérieur de la voiture. Donc les voitures d'occasion, il faut quand même faire très attention ici. Vous avez de fortes chances de tomber sur une voiture qui a roulé au Paraguay et qui est quand même en assez mauvais état. La deuxième possibilité, ça va être les voitures neuves, mais on se confronte également à un problème. C'est que ici, quand vous achetez une voiture neuve, un petit peu comme dans n'importe quel pays, du moment qu'elle va sortir du concessionnaire, elle va perdre énormément de valeur. Un pick-up qui va vous coûter 50 000 $, vous allez sortir, il va déjà passer à 30 000. Donc c'est énormément d'argent perdu de manière assez bête. Et là, on se dit, à l'occasion, c'est quand même un petit peu plus intéressant plutôt que d'investir dans une voiture neuve qui va rouler au Paraguay, qui va s'abîmer sur les routes paraguayennes et qui va perdre énormément de sa valeur dans les 2 premières années. En plus, au Paraguay, on n'a pas de manufacture de voitures, donc toutes les voitures sont importées, ce qui fait qu'au niveau du coût des voitures, on est quand même sur un coût, je dirais, légèrement plus élevé qu'en Europe. Donc, ce qui fait qu'avec un salaire local, avec un salaire paraguayen, l'accès à la voiture, il est très important parce que les infrastructures sont mauvaises, mais d'un autre côté, il est quand même difficile l'accès à la voiture parce que ça coûte très cher par rapport au salaire local. Vous pouvez également payer vos voitures en plusieurs fois, mais là, on va arriver sur 2 problèmes. Soit vous faites un prêt
mais si les prêts sont quasiment inaccessibles, vous êtes sur un minimum du 20%, donc voilà, ça fait dépenser beaucoup d'argent. Soit vous allez payer ce qu'on appelle en quotas, donc payer mensuellement, et là, pareil, vous allez vous retrouver avec un coût de la voiture. Imaginons une voiture à 50 000, vous allez la payer 70 000, voire même 80 000. Donc là, on est sur des choses complètement délirantes au final. Alors si on ne peut pas acheter de voiture d'occasion ni de voiture neuve, quelle solution il nous reste? Ici, on a une troisième solution qui s'appelle les recién importadas. Ce sont des voitures directement importées du Japon en passant par le Chili. Et donc ça représente 30 voire même 50% du parc immobilier, je dirais. Vous allez voir ici, il y a énormément de Toyota. Et toutes les Toyota qui arrivent sont des voitures qui arrivent du Japon. L'avantage des voitures japonaises, non seulement en termes de qualité, sont de très bonnes voitures. Si vous regardez dans les environnements les plus extrêmes, c'est souvent des pick-up Toyota qu'on utilise. C'est souvent les pick-up Toyota qui tiennent le mieux sur le long terme. Ensuite, les Japonais, on sait que dans leur culture, voilà, il y a une manière un petit peu différente vis-à-vis de l'utilisation des voitures. Les routes au Japon, elles sont de très bonne qualité. Les Japonais prennent énormément soin de leur voiture. Donc ça a une conséquence directe. C'est qu'une voiture qu'on va avoir à 50 000, 60 000, 70 000 km qui a roulé au Japon, elle va avoir un état équivalent à une voiture qui a roulé au Paraguay avec même pas 10 000 km. Donc ça, c'est excellent. Alors le seul petit problème avec les voitures japonaises, c'est que vous le savez certainement, au Japon, on conduit à gauche et au Paraguay, on conduit à droite. Donc, ils font un changement au niveau du volant. Le volant passe de l'autre côté, la direction est changée également. Ça va avoir quelques petits effets négatifs. Ici, on est surtout sur des voitures automatiques. Donc, vous avez normalement un petit bouton pour le pouce. Le bouton va se retrouver de l'autre côté parce que du coup, c'est inversé. Au niveau des miroirs extérieurs, quand vous allez regarder sur le miroir de droite, il va être mal orienté. Parfois, vous allez être même obligé de bouger le rétroviseur à la main pour avoir le bon angle et pour pouvoir voir dans le rétroviseur. Voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui font que ça se remarque quand même que c'est une voiture qui se conduit normalement de l'autre côté. Mais en général, si c'est bien fait, le changement de direction n'est pas forcément un problème majeur. Je vous invite quand même à le vérifier toujours. Vérifier que le changement a bien été fait, que les câbles ont bien été mis au niveau de la direction. Parce que ça peut être quand même très dangereux si ça a été fait un petit peu à l'arrache. Ça, c'est quelque chose qui est quand même obligatoire, c'est de toujours vérifier que ça a été fait dans les règles de l'art, professionnellement, parce que ça peut clairement vous coûter la vie si ça a été fait un petit peu à l'arrache. Vous pouvez vous retrouver dans un virage avec la direction qui ne répond plus, et là, je vous souhaite bonne chance. Ensuite, au niveau des voitures importées, ça va être en général des voitures qui ont 10 ou 15 ans, qui vont afficher pour la plupart 50 000 km. Je vous incite également à faire attention. Ici, c'est très facile de modifier le compteur. Et donc, voilà, parfois, vous allez voir 50 000 km, mais ça ne va pas forcément être logique. Une voiture qui a 10 ou 15 ans, 50 000 km, c'est quand même assez peu. Donc, faites attention à ça. Faites attention à l'usure du volant, l'usure des sièges. C'est là-dessus que vous allez voir les kilomètres réels de la voiture. Si vous n'avez pas de connaissances en mécanique, je vous invite à vous faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît et qui saura vous dire est-ce que la voiture est en bon état ou pas. J'ai un autre point qui a été soulevé par Cédric qui est un expatrié ici au Paraguay, qui a un petit gîte, je vous laisserai les liens en description si vous voulez aller voir ce qu'il fait. Donc Cédric, lui, il est là depuis pas mal de temps, il a eu pas mal de voitures et il disait souvent quand il y avait un changement de volant, changement de côté, qu'il fallait faire attention parce que parfois ils enlevaient également le radiateur. Alors vous allez vous dire, bon en été, pas de souci, le radiateur ça sert pas grand chose. Mais en hiver, on a quand même des journées froides. Cette année, en mettant bout à bout toutes les semaines de froid, on a eu grosso modo un mois à 10-15 degrés. C'était un hiver peut-être un petit peu plus froid que d'habitude. Et je peux vous assurer que si vous n'avez pas de radiateur de chauffage en hiver, non seulement vous allez vous l'écailler, mais en plus, quand vous allez avoir de la buée sur la voiture, ça va être une galère pas possible pour l'enlever. Donc faites attention à ce qu'ils aient bien gardé le radiateur de chauffage. Ça ne servira pas la plupart de l'année, mais c'est quand même assez utile. Cédric me mentionnait également qu'il y avait quelques difficultés au niveau des garages parce que la négociation était difficile. Il disait que parfois le prix était mis un peu de manière arbitraire et que le vendeur ne voulait simplement pas bouger. Donc faites attention, prenez le temps de bien regarder les prix, de voir un petit peu ce qui est négociable, ce qui n'est pas négociable, comment se situe la voiture par rapport à d'autres garages. Voilà, il va falloir quand même prendre le temps de faire des comparaisons. Parce que c'est vrai que les Paraguayens, niveau négociation,
Je trouve que c'est difficile ici. C'est possible, mais parfois ça prend du temps. Il faut les travailler au corps. Une autre option possible au niveau des voitures importées, ça va être les voitures coréennes, que ce soit du Kia, du Hyundai. En général, les voitures coréennes, c'est également des voitures de bonne qualité. Il va aussi falloir faire attention au kilométrage, comme je vous l'ai expliqué également, mais ça reste une valeur sûre, un petit peu comme les Toyota. Ensuite, vous avez toutes les marques du Brésil, les Volkswagen, les Renault, les Citroën, etc. Donc ça, c'est un petit peu plus proche au niveau de l'importation. Donc on pourrait se dire que c'est une bonne idée parce que ça va coûter peut-être un petit peu moins cher en termes de frais. Les frais sur la voiture seront répercutés vu que c'est plus proche, c'est moins cher. Mais tous les gens avec qui j'ai parlé m'ont déconseillé ces marques de voitures pour plusieurs raisons. Déjà, on m'a dit que c'était des marques qui sur le long terme tenaient beaucoup moins bien qu'une Toyota ou qu'une voiture coréenne. Et deuxièmement, ici, étant donné que le parc immobilier c'est beaucoup de la Toyota, ça va être beaucoup plus facile de trouver des pièces de rechange pour de la Toyota. Donc autant s'adapter au parc immobilier. Vous achetez une voiture où les pièces sont très faciles à trouver et vous aurez déjà des réparations moins chères. Vous aurez des pièces de rechange directement sans faire de commande et ça vous simplifiera beaucoup la vie. Ensuite, on passe aux vérifications et entretiens de votre voiture. Comme je vous l'ai dit, ici les routes paraguayennes sont de très mauvaise qualité. Alors c'est en train d'évoluer, il y a plein de projets de rénovation d'infrastructures. Ça prendra quand même plusieurs années avant d'avoir vraiment des belles infrastructures au Paraguay. Pour le moment, c'est globalement assez horrible, surtout à la capitale. Donc l'entretien de votre voiture, il est primordial parce que ici, votre voiture va être beaucoup plus sollicitée. Elle va être beaucoup plus abîmée par le temps. Donc si vous voulez vraiment garder votre voiture dans le temps, très important de faire des entretiens réguliers, de faire attention à ce que vous faites avec. Ensuite, au niveau de l'essence, faites attention si vous achetez de l'essence sur le bord de la route. Parfois, vous allez tomber sur des prix vraiment bas, mais vous ne savez pas ce que le mec a mis dans l'essence. Je vous conseille vraiment d'acheter à la pompe à essence, ça sera beaucoup plus simple. Et même, on m'a dit qu'il y avait certaines marques meilleures que d'autres en fonction de la voiture. Donc n'hésitez pas à tester différentes marques. Et une fois que vous aurez vu quelle est la meilleure marque d'essence pour votre voiture, à laquelle elle réagit le mieux, vous restez uniquement sur ce type de pompe à essence, ça sera plus simple. Cédric me disait également que quand vous achetez une voiture importée, vous changez la crémaillère, vous faites checker l'alignement, ça vous coûtera environ 200 € et ça vous évitera d'aller droit dans le mur avec la voiture, littéralement. Donc ça, c'est un petit coût supplémentaire, mais pour votre sécurité, c'est quand même mieux de le vérifier. Ensuite, au niveau des assurances, au Paraguay, les assurances auto ne sont pas obligatoires. On a environ 70-80% des voitures qui roulent sans assurance. Donc c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'épaves sur la route, non seulement sur le bas-côté qui ne roule plus du tout depuis des mois, mais également des épaves roulantes. Ici, quand on a une voiture, ça coûte cher et on essaye de l'user au maximum possible. Donc faites attention ici. Souvent, quand vous allez avoir un accident, les délais de fuite, c'est vraiment monnaie courante. Donc je vous conseille quand même de prendre une assurance. J'aurais tendance à dire que la conduite, évidemment, ici, elle est plus sauvage qu'en Europe. On respecte un petit peu moins les règles, mais j'aurais quand même tendance à dire que les Paraguayens conduisent mieux que les Français. Simplement parce que comme la conduite est plus sauvage, les gens sont confrontés à plus de situations extrêmes et en fait, ils vont s'adapter mieux qu'en France. En France, voilà, il y a le stop, il y a le feu rouge, on respecte, tout est carré. Et en fait, les gens ont moins de capacité d'adaptation en France. Ici, ça conduit mal, entre guillemets, mais moi, je trouve que ça conduit bien parce que les gens ne font pas forcément beaucoup d'accidents. Je ne me sens pas en insécurité au niveau de la conduite au Paraguay. Si vous êtes en moto, oui, là, c'est très dangereux, mais en voiture, honnêtement, je trouve que ça va. Je vous conseille quand même de prendre une assurance, vous serez plus tranquille. Et si vous voulez voyager en Argentine et au Brésil, l'assurance est obligatoire. Donc vous ne pourrez pas passer la frontière si vous n'avez pas d'assurance. Donc ça, c'est vraiment très important de le savoir. Maintenant, quand vous allez acheter un véhicule, vous allez devoir faire un changement de propriétaire. Faites attention. Ici, la plupart des gens vont vous dire on signe juste le papier de vente et on ne se fait pas chier avec le changement de propriétaire parce que ça coûte de l'argent en plus, parce que ça prend du temps en plus. Vous avez droit, techniquement, légalement, vous pouvez, avec le contrat de vente, prouver que c'est votre voiture, mais ça va potentiellement vous amener plein de problèmes. Déjà, si vous êtes propriétaire d'une voiture, vous ne faites pas les changements de nom. Si le nouveau propriétaire fait des délits avec votre voiture, vous serez responsable parce que la voiture est à votre nom. Donc déjà, en tant que propriétaire, c'est super important de faire le changement de nom pour vous éviter des problèmes sur le long terme. Ensuite, imaginons que ce soit une voiture volée. Si vous ne faites pas le changement de nom, vous n'aurez pas l'information que c'est une voiture volée.
Donc ça peut poser des gros soucis. Au Paraguay, au Paraguay ça va en général, vous pouvez toujours filer un billet, vous arranger, etc. Si vous allez en Argentine ou au Brésil, vous pouvez carrément vous faire arrêter par la police. Ça peut vraiment vous poser des gros soucis. Donc au niveau des voitures, deux cas de figure. Soit vous achetez une voiture recién importado en passant par le Chili. C'est des voitures importées, c'est le cas de figure le plus simple. Vous payez la carte verte, vous avez une nouvelle plaque, ça vous coûte environ 250 € et vous êtes tranquille. Soit vous achetez une voiture d'occasion directement au Paraguay qui a déjà un propriétaire paraguayen. Donc là, le contrat de vente, mais également le changement de propriétaire qui est important. Pour le changement de propriétaire, il faut évidemment que le propriétaire soit présent physiquement. C'est pour ça que si la personne vous dit non, on ne fait pas le changement de propriétaire, ça va poser problème parce que derrière, quand vous voulez revendre la voiture et que la personne à qui vous voulez vendre veut le changement de propriétaire, vous allez devoir retrouver le propriétaire d'origine et qu'il soit présent avec vous. Autant vous dire que le mec ne va jamais venir et que vous ne pourrez pas vendre votre voiture. Donc ça, c'est vraiment une difficulté supplémentaire. Donc quand vous faites le changement de propriétaire, première chose, vous allez vérifier les antécédents de la voiture. Est-ce qu'il y a des amendes, est-ce qu'il y a des délits qui ont été commis? Donc déjà, si la voiture a ce genre de choses, vous laissez tomber parce qu'il faut d'abord qu'il soit réglé. Vous n'allez pas pouvoir récupérer la voiture directement. Vérifiez bien les antécédents de la voiture. Ensuite, vous pouvez également vérifier avec un avocat si la personne n'a pas des dettes personnelles. Ça, c'est aussi assez important. C'est ce qu'on appelle le certificado de anotaciones personales. Ça, c'est important de le vérifier. S'il y a eu des dettes, vous vérifiez ensuite que dans le registre national, l'inhibition a bien été enlevée, c'est-à-dire que la personne a bien le droit de vendre sa voiture. Donc voilà, maintenant que vous avez fait toutes les vérifications, vous avez le contrat de vente, vous faites le transfert depuis votre banque européenne, en général, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez utiliser des services comme Wise qui vous permettent d'avoir des frais assez intéressants, en général 3% de transfert, et vous pouvez récupérer la voiture. Ensuite, si vous voulez vraiment bien être en règle, il y a quand même des choses à respecter au niveau de la voiture. Déjà, la journée, vous avez les phares obligatoires. Sinon, vous allez vous faire arrêter par la police, vous allez vous faire embêter, ils vont essayer de vous soutirer de l'argent. Donc ça, roulez toujours avec les phares allumés. Un extincteur dans la voiture, c'est obligatoire. Également, votre carte verte à votre nom, la carte de municipalité à votre nom et la petite vignette avec le tampon de la municipalité qui correspond à l'année. Si vous avez tous ces éléments, vous serez tranquille, vous ne vous ferez pas embêter. Pour vous parler un petit peu maintenant de la conduite au Paraguay, qu'est-ce qui est particulier ici? C'est que de décembre à mars, on a une période de chaleur très importante. Donc déjà, ici les voitures, elles ont toute la clim. C'est vraiment la base parce que si vous n'avez pas la clim, vous allez mourir de chaud. Ensuite, de décembre à mars, c'est une période de chaleur intense qui est entrecoupée avec des périodes de pluie très fortes. Donc ça, au niveau de la conduite, il y a un impact direct. Moi, je vous conseille que quand il pleut très fort en été, ne sortez pas avec la voiture. Honnêtement, c'est dangereux. L'évacuation d'eau à Asunción n'est pas encore optimisée sur tous les axes. Il y a vraiment des endroits où il y a des inondations très importantes. Et les pluies sont tellement fortes que vous pouvez vous retrouver bloqué dans une voiture. Ça peut mettre en danger votre vie. Chaque année, on a des morts à cause de ça. C'est des gens qui ne prennent pas des précautions, qui sortent alors qu'il pleut énormément. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Déjà bien entretenir votre voiture, mais également faire attention à la météo. Donc là, c'est surtout ce qui va se passer à la capitale. Vous allez vraiment avoir des zones carrément inondées. La ville va être paralysée pendant quelques heures, le temps que l'eau s'écoule, etc. Ça, c'est assez fréquent. Uniquement en été, bien entendu. En hiver, il y a beaucoup moins de pluie, c'est beaucoup plus tranquille. Ensuite, deuxième partie, si vous voulez aller en dehors de la capitale. Vous avez les routes principales et ensuite, vous avez beaucoup de sentiers de terre. S'il pleut, ça va être quasiment impraticable si vous n'avez pas de 4x4. Si vous n'avez pas les 4 roues directionnelles, et même parfois avec les 4 roues, c'est quasiment difficile, vous pouvez vous retrouver bloqué. Donc faites très attention, quand il y a des pluies intenses, parfois les chemins de terre, c'est pas la meilleure des idées. Vous allez être obligé d'appeler des voisins qui vont vous remorquer, parfois il va falloir un tracteur. Honnêtement, ça va être une galère pas possible. Voilà, la météo, c'est quelque chose à toujours prendre en compte ici, surtout si vous êtes isolé à la campagne, ça peut même devenir dangereux. Particulièrement également dans le Chaco, c'est des zones où il n'y a vraiment personne et vous pouvez vraiment vous retrouver dans des galères pas possibles. Par exemple, si vous voulez faire un petit peu de touriste, aller voir des chutes d'eau, par exemple Salto Cristal qui est un point assez intéressant, ne vous attendez pas à avoir des routes goudronnées. Vous allez avoir minimum 20 km de piste, donc s'il a plu les 2 jours d'avant, ça va être quasiment impraticable. Il va vous falloir un 4x4, également pour la route, une voiture plutôt haute, c'est toujours mieux.
au niveau des trous dans la route, au niveau des petites routes impraticables, avoir une voiture, ce qu'on appelle ici une camioneta, c'est-à-dire une voiture de type pick-up, un peu élevée comme ça, c'est toujours mieux au Paraguay. Si vous êtes un amoureux des voitures, que vous aimez vraiment les supercars, les trucs, les Maserati, tout ça, franchement, laissez tomber le Paraguay. Je veux bien vous vendre le pays, vous dire que c'est super ici, mais si c'est votre priorité dans la vie, que vous adorez les voitures, franchement, ne venez pas ici. C'est pas pour vous le Paraguay. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, il y aura suffisamment de bonnes infrastructures, mais pour le moment, c'est pas le cas. Ensuite, je vais terminer sur la conduite en Paraguay. Je vous en parlais un petit peu avant. Moi, je trouvais qu'en fait, les Paraguayens conduisaient plutôt bien parce qu'ils ont une forte capacité d'adaptation. Mais pour autant, si vous avez fait des pays un petit peu plus extrêmes, comme le Vietnam ou l'Inde, honnêtement, la conduite au Paraguay, comparée à ces pays extrêmes, elle est relativement tranquille. Il n'y a pas tant de klaxons que ça. Évidemment, ici, si vous ne passez pas, si vous ne vous imposez pas, vous n'allez jamais rentrer sur la route. Moi, ça fait à peu près 6 mois que je conduis vraiment, on va dire quasiment tous les jours au Paraguay. J'ai quand même bien l'habitude. Honnêtement, les premiers jours, c'est un petit peu bizarre. Il faut un petit peu de temps d'adaptation. Mais franchement, ça se fait très bien. Une fois que vous avez compris comment ça marche, c'est relativement facile. Les priorités, vous faites attention, mais parfois, ça va être vraiment le premier qui rentre. Et parfois, vous avez des artères principales où ça roule en continu. Vous n'aurez jamais personne qui va vous laisser rentrer. Donc c'est à vous de vous imposer, de vous mettre au milieu de la route pour réussir à rentrer. Donc voilà, le Paraguay, il y a un code de la route, mais c'est un code qui est relatif. C'est un code théorique et la pratique, elle est quand même vachement différente. Voilà, c'est vraiment à vous de vous adapter et de montrer que c'est à votre tour de passer et parfois il faut forcer un petit peu. Alors voilà, parfois ça klaxonne, parfois les gens ne sont pas contents, mais globalement, je trouve que c'est très correct. Maintenant, si vous voulez vous expatrier au Paraguay, écoutez, n'hésitez pas à aller voir les liens en description. Vous avez une formation gratuite qui vous explique toutes les démarches importantes à faire pour s'expatrier. Vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi ou avec Sébastien pour qu'on vous aide et qu'on vous accompagne au Paraguay. Et si vous passez avec nous, on vous fournira également tous nos contacts sur place, que ce soit avocat, que ce soit escribania, donc notaire, que ce soit agent immobilier, que ce soit personne qui puisse vous aider à vérifier une voiture. On vous fournit tous nos contacts sur place. La plupart parlent français. On en a qui parlent anglais, qui parlent espagnol. Vous allez voir, on a quand même un répertoire assez large et ça vous aidera énormément sur place. C'était Matt, j'espère que la vidéo vous a plu, vous aura appris pas mal de choses sur les voitures au Paraguay. On se dit à très bientôt, ciao.